Bonjour. Oui. Bonjour. C'est plein de trucs. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont connectées pour ça. Et, ça marche. Ça vient de faire. Je vais faire mieux. Bonjour. Je cherche l'enregistrement. Tu vois, l'enregistrement. Mais quand il est déjà commencé, donc bonjour, bienvenue donc à la Spring Review Easy Mesure numéro 14 qui s'est déroulée du 20 mai au 15 juin aujourd'hui. Le thème du sprint précédent était attention peinture fraîche, car nous avions montré sur les avancées sur la homepage et le blog EasyParts. Aujourd'hui, le thème du sprint, c'est déballage des cartons, car nous avançons toujours dans notre installation d'Easy Mesure. On déploie et on configure Easy Mesure sur les machines de prod. Comme toujours, le plan de la sprint revue, il y a, comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses en cours. Donc, toujours une partie communication et analysis, EasyParts Project, EasyParts et Easy Mesure. Non, je te laisse en parler. Ah oui, pardon, support utilisateur, comme d'habitude, beaucoup de mails échangés avec différents collègues pour soit leur fournir des informations sur la prise en main d'EasyParts, soit pour discuter du workflow, soit pour préciser ce qu'est EasyMesure et ce que n'est pas EasyMesure. Du coup, c'est pas quantifié encore. Je garde ça dans un coin de ma tête et je le ferai pour les prochains sprints, promis. Mais oui, j'y passe du temps. Les rendez-vous, nous avons 5 rendez-vous personnalisés, donc pour l'Université du Littoral, 2 rendez-vous pour l'ENPC, car leur EasyParts ne fonctionnait pas, et donc Dominique et Thomas ont discuté sur la prise en main d'EasyParts en production, sur la vérification du fonctionnement de l'instance locale, car ils avaient un problème de communication entre EasyParts et MongoDB. Ouais. Il y a eu aussi un rendez-vous pour l'Université de Franche-Comté, donc pour expliquer en détail la création des tableaux de bord, et c'était surtout sur la création de visualisation avec les libellés, avec des libellés explicites. Pour l'Université de Brest, donc nous avons discuté sur la comparaison des stats éditeurs avec les stats EasyParts. Et là, je laisse la parole à Dominique. Donc là, oui, c'est pour parler d'une rencontre qu'on a eue avec l'équipe d'Agimus. Donc, il y a eu lieu le 1er juin. Donc, Agimus est essentiellement conduit par l'Université de Lorraine. Donc, c'est Thomas Jounot qui avait organisé cette réunion. Donc, on a rencontré Julien Marchal, Guillaume Colson et Cédric Champ-Martin pour voir comment on pouvait avancer sur Agimus et Easy Agimus. Donc, j'ai fait un petit schéma de rappel un peu très simplifié pour dire ce que c'était qu'Agimus. Donc, Agimus, c'est au niveau des ENT des universités. C'est un audit des services et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces
Donc c'est le même type d'infrastructure que EasyMeasure, c'est-à-dire qu'il y a un Kibana, enfin il y a un Logstash, un Elasticsearch et un Kibana. Il y a un des tableaux de bord qui est dédié à la DocAlec, et donc qu'on a appelé EasyAgibus, et qui est chargé à partir de données qui sont produites grâce à un EasyParse local et dont les informations sont enrichies donc par Agibus, et donc qui permet de faire des tableaux de bord. Donc c'est Thomas qui a essentiellement travaillé sur ces aspects-là. Il se trouve que donc les visualisations EasyAgibus sont enrichies par rapport aux données utilisateurs. Donc c'est relativement intéressant, pour pas dire très intéressant. Et l'idée, c'est de tirer parti de cette expérience pour être un peu pilote, pour voir dans quelle mesure ce qui a été enrichi grâce à Agibus au niveau des données utilisateurs ne pourrait pas être réinjecté dans EasyMeasure avec bien sûr des données macro, hein, pas toutes les données qu'il peut y avoir dans EasyAgibus. Et comme ça concerne les universités, servir de modèle pour les autres universités, sachant que Agibus est déployé dans un certain nombre d'universités, je ne sais plus combien. Je crois qu'il y en a une dizaine, voilà, pour l'instant. Et puis, donc, c'est en voie de déploiement. Donc, on est en collaboration avec eux. Donc, le travail qu'on va initier avec eux, donc, probablement dans le prochain sprint, ça sera de définir les indicateurs d'agrégation pour les universités qui seraient visibles dans EasyMeasure. Voilà. La partie analogiste, donc Yannick. Au niveau d'Analogist, on trouve deux nouvelles fonctionnalités. La première, c'est que notre graphiste nous a fait deux jolies petites icônes qu'on peut voir ici, là, le H et le P, qui correspondent aux icônes qu'on va pouvoir voir à présent sur la page des plateformes pour signifier qu'elles ont été vérifiées soit manuellement ou soit par comparaison avec les éditeurs, donc ce qu'on appelle la certification H et P. Et donc, voilà, ce sera clairement visible dans la page des plateformes. Ensuite, nouvelle fonctionnalité, à partir d'aujourd'hui, au niveau de la page de la liste des analyses, il est possible de générer directement un fichier de test utilisable directement avec les parseurs. Alors, sous réserve naturellement que les analyses soient bien faites, évidemment. Donc voilà, c'est tout pour Analogie. Alors, on va continuer avec les métriques des plateformes. Donc, au niveau du total des plateformes recensées dans EasyParse, on en a toujours 352. Ça n'a pas monté. En revanche, au niveau du traitement des parseurs, on est à 195 plateformes qui sont reconnues donc par des parseurs et avec un taux de 55,40%. Et on fera la fête à 200 parseurs, je pense. À prévoir. La prochaine fois. Ne prenez pas de vacances cet été parce que ça risque de pas baisser. Donc, au niveau de la mise à jour des parseurs, on a eu deux petites mises à jour pendant ce sprint. Donc, notamment la PKB, donc la base de connaissances pour Cambridge University Press. Et on a eu aussi une modification du domaine donc de la plateforme Cyberlibris. Et c'est Thomas qui s'en occupait. Donc voilà, c'était suite à un message de Nabil de Franche-Comté qui n'avait plus depuis le mois d'octobre, novembre, il n'y avait pratiquement plus de consultation sur cette plateforme. Et donc on a travaillé assez rapidement là-dessus. Et on s'en est rendu compte parce que l'Université de Franche-Comté a chargé plus d'1 an de données sur EasyMeasure et on voit directement sur EasyMeasure qu'il y a une chute des consultations sur cette plateforme à partir du moment où la plateforme change son URL d'accès. Donc c'est EasyMeasure est intéressant pour ça. Pour faire de la veille. Au niveau des nouveaux parseurs, donc là je remercie les deux Thomas. J'avais mis Thomas, mais en fait il y en a deux. Donc, Thomas Junot pour avoir fait les analyses sur Lexis 360 et puis l'autre qui est caché c'est l'Extenso. Ah oui,
Je regarde, je peux même regarder là. Voilà, donc ces deux plateformes maintenant ont un parseur avec des reconnaissances d'articles, d'encyclopédies, des codes, des sommaires, donc les TOC, c'est des sommaires, et puis aussi des jurisprudences. Donc c'est deux plateformes Droit. de droit. Sur Lexis 360, on peut peut-être préciser simplement que l'analyse est un petit peu atypique, dans le sens où elle utilise des URL qui sont dédiées au Web Analytics, en fait. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres parseurs qui fonctionnent comme ça. Peut-être que, voilà. En fait, les URL de consultation à proprement parler ne sont pas exploitables. Mais en revanche, ils utilisent en fait un système de Web Analytics qui génère lui ses propres URL. Ce sont ces URL-là qui ont été utilisées. C'est une réunion sur EasyParse. Oui, tout à fait. Donc on utilise pour cette analyse un moyen détourné de travailler. Il ne nous dérange pas. C'est un cas. Mais c'est moi ça. Thomas. C'est moi. Donc j'ai fait une grande diapo, mais pour dire une chose très simple, en fait, c'est que typiquement, il y a des cas où on n'arrive pas à travailler avec EasyParse parce qu'on est dépendant de la façon dont les éditeurs structurent leur plateforme et mettent en ligne leur plateforme. Donc en gros, on est dépendant des URL auxquelles les ressources sont accessibles. Et quand les URL sont bien structurées, explicites, EasyParse n'a aucun mal à travailler. Quand les URL contiennent, comme c'était le cas beaucoup il y a une dizaine d'années, un identifiant de session et c'est tout. Donc on a un nom de domaine, en l'occurrence Ovid là, et puis un identifiant de session et c'est tout. Pendant tout le parcours de l'utilisateur, on n'a que ces deux informations-là. Donc on est dans le cas qu'on appelle analyse infaisable. Ça veut dire que EasyParse ne peut rien dire. Pour cette plateforme-là, on ne peut rien dire. Les collègues de l'INSERM s'en sont émus, donc on leur a expliqué ce principe-là, et puis on a pris contact avec un consultant qui travaille pour Voltaire Kluwer et LWW, c'est Lippincott. Merci. Et donc on a discuté avec lui, on a établi ce constat-là avec lui, donc il n'y a pas de leur côté, ils sont tout à fait conscients du problème, ils savent qu'ils sont sur une plateforme vieillissante, leurs développeurs sont au courant, ça fait partie du prochain cahier des charges de rendre des URL plus explicites, un peu comme ça a été le cas pour Springer il y a quelques années. Et donc, on a pris date avec eux et on leur a expliqué notre besoin très clairement et on leur a surtout fourni des arguments pour faire valoir cette demande auprès de l'équipe de développement quand il s'agira de faire refondre la plateforme, ce qui devrait arriver dans l'année prochaine. J'aimerais juste faire un commentaire, donc Pierre Negelen. Oui. Il y a à peu près 2 mois, l'équipe de Bacon a contacté notre SCD, puisque mon directeur donc est négociateur Couperin pour les ressources Lippincott. Oui. Et donc Bacon voulait la liste des URL des ressources négociées par Couperin. Ouais. Et alors donc on s'est heurté au même problème, c'est-à-dire qu'effectivement quand on allait sur OvidSP, on trouvait aucune URL valable puisque c'était bourré d'identifiants de connexion. Oui. Et alors finalement on a eu l'idée d'aller sur la base de connaissances de l'outil découverte Summon. Et là, Summon a mis des URL pérennes, donc sans aucun identifiant de connexion. On les a fait valider, enfin on a envoyé cette liste d'URL aux gens de Lippincott. Il y a un technicien qui nous a dit que oui, effectivement, nos URL étaient valables. Voilà. Donc ça veut dire qu'on aurait accès à des URL, à d'autres URL? Ben alors après, je sais pas si on peut, si pour autant c'est exploitable, parce qu'effectivement. Disons que ça pourrait l'être. En tout cas, je peux vous envoyer la liste, liste des URL et vous verrez si ça peut vous aider. D'accord. Ça veut dire que seuls seraient comptabilisés les accès via Summon. en fait. Ouais. Ça peut être un point de départ. Hein. Ça peut faire partie oui, ou bien est-ce qu'il est possible de retrouver des bribes des URL pérennes dans les sessions sur OvidSP, je sais pas. On est preneur de la liste, on va regarder ça en détail pour pouvoir faire un pronostic, quoi.
Enfin, pas un pronostic, D'accord. un diagnostic, pardon. N'importe quoi. Voilà, d'accord. Je suis un peu fatigué Ok. par ça. Une chance sur deux. Ça marche. C'est un peu ça. Est-ce qu'on peut espérer la même chose avec EBSCO? On peut tout espérer. Non, mais c'est le même problème. C'est exactement le même problème. C'est-à-dire, là, on est dépendant de décisions qui ne sont pas nôtres. Donc, on fait valoir le besoin. Pour EBSCO, on l'a fait valoir à plusieurs reprises maintenant. Et du coup, on est dépendant de leur calendrier de développement et puis de leurs priorités à eux, quoi. Mais on a explicitement demandé ce qu'il nous fallait pour travailler. Donc, le besoin est enregistré. Maintenant, est-ce que les arbitrages nous seront favorables? On croise les doigts. Et ce qu'on leur a fait valoir aussi, c'était que EasyParse était de plus en plus utilisé, et aussi aux États-Unis. Alors, on a mis la pression. Voilà. Parce qu'en fait, c'était comme c'est des développements qui se font aux États-Unis, bon, les Français, bon, bah voilà, les Français. Alors que là, on leur a dit effectivement, non, il y a des installations EasyParse aux États-Unis, et donc les besoins seront aussi. Donc ça ne sera pas uniquement. Ouais, Concernant EBSCO, je pense qu'il faudra que EasyParse devienne très très mainstream quand même. Enfin, je pense que le travail avec OCLC est une bonne piste. Oui. De ce côté-là. Ouais. Mais, pour les faire bouger, c'est très dur. Effectivement. Il y a combien d'installations aux États-Unis? Il y en a plus d'une centaine. Ah, c'est quand même pas mal. C'est ce qu'on leur a dit. Bravo. Bravo, bravo. Merci. La partie ici, la partie EasyParse Protect. Maxime, tu vas venir là pour présenter? Donc, il va présenter Bibliomap. Istex. Alors, comme vient de le dire Sylvie, je vais vous parler de Bibliomap qu'on peut voir ici. Pour commencer, je vais faire un petit rappel sur ce que c'est, enfin, ce à quoi correspond l'application. C'est un démonstrateur de consultation en direct de ressources électroniques alimentées par EasyParse. Vous pouvez le retrouver sur GitHub sous forme d'un logiciel libre qui peut être déployé en mode démonstration afin de simuler son fonctionnement comme ici. Actuellement, il existe une version affichant des données de consultation en direct pour les portails du CNRS et l'INSERM, sauf qu'il n'y a pas encore de version pour Istex. C'est pourquoi j'ai créé une branche spécifique à cet usage pour réaliser une version de démonstration adaptée avec pour objectif de rendre paramétrable le changement entre les deux versions, entre la version Istex et la version du CNRS qu'on voyait à l'instant. Alors pour y arriver, mon travail a été divisé en plusieurs étapes. J'ai d'abord procédé à une anonymisation d'un jeu de log issu donc des proxys qui servira pour la version de démonstration. Il permet de différencier les événements de consultation en fonction de leur SID. Donc en fait, c'est pour pouvoir différencier les TDM, les documentaires et les autres types de consultations. Ensuite, j'ai paramétré cette version pour y voir le fonctionnement d'Istex, c'est-à-dire que j'ai utilisé en fait le header EasyParse pour demander au middleware Istex de traiter les logs. Il faut savoir aussi que dans ce projet, j'avais comme enjeu technique de maîtriser l'environnement Docker, en particulier le chargement des images une fois le développement figé. Alors, après de nombreux commits sur GitHub et des tests validés en pair programming avec Yannick, on a pu fusionner mon travail avec le travail existant. Donc, j'ai notamment profité de ça pour permettre à l'application d'être lancée, pour permettre à l'application, aux développeurs qui lancent l'application de choisir facilement quelle version ils veulent lancer entre les deux. C'est ce que je vais vous montrer dans une petite vidéo juste après. Donc, je vais vous montrer comment on lance l'application facilement. Je l'ai d'ailleurs documenté dans le README. Donc, au niveau des prérequis, là, c'est écrit, il faut charger, juste ici, voilà, on charge un des fichiers de configuration et l'exemple. Donc, ça correspond à un sourcé pour les connaisseurs. Donc, on charge un fichier de config et on démarre l'application comme d'habitude.
Alors, je vais montrer la vidéo. C'est le suivant. Donc voilà, une petite vidéo d'explication. Donc là, évidemment, au préalable, on voit à gauche que j'ai cloné le dépôt directement sur la branche master. Ce que je fais, c'est que je charge arbitrairement un des scripts. Là, j'ai choisi bibcnrs, bon, c'est un tout petit, mais voilà, j'ai choisi bibcnrs, j'aurais pu prendre Istex à la place. Je lance l'application. Là, Docker fait son travail. Et on constate que l'application a fonctionné directement. Donc voilà, c'est pas de problème. J'ai montré donc à la suite que le passage entre les deux versions est simplifié. Il suffit donc de couper la version en cours et de charger l'autre script. Donc là, du coup, c'est celui d'Istex. Donc voilà, on charge le script, on relance. On attend que tout se lance, un peu long. Et on voit directement que voilà, les deux versions sont fonctionnelles grâce au simple script qui est chargé en fait. Un de mes prochains objectifs, c'est de faire fonctionner ça directement avec les vrais logs de Istex. Parce que bon, là, c'est des logs de démonstration qui ont été sélectionnés à cet effet. Voilà. Bon, pour compléter ce que vient de dire Maxime, à ceux qui nous écoutent, c'est aussi pour montrer que à partir du moment où vous avez EasyParse, vous pouvez envisager d'avoir votre propre démonstrateur. On l'avait fait avec l'Université de Lorraine. Donc là, la configuration actuelle de Bibliomap permet d'envisager de faire son propre Bibliomap local. Donc dans chaque établissement, voilà. À l'entrée du SCD, un écran géant voilà. Qui diffuse les consultations électroniques en live. Non, mais c'est un outil de communication qui peut être intéressant. À l'UL, vous l'utilisez encore ou... En fait, on est resté un petit peu bloqué sur les histoires de localisation d'IP à Renata. Oui, je ne me suis pas repenché sur après, il y a des problématiques aussi. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un outil qui est une très très belle vitrine, qui n'a pas d'utilité directe. Si on reste très longtemps devant l'écran, quoi. Oui, en même temps sur un cadenas, mais voilà, nous on est un petit peu, on va sans doute reprendre la question. Parce que je crois que les IP la situation concernant les IP a peut-être évolué. On va regarder plus. À voir. C'est intéressant le compteur, ça permet de savoir que ça fonctionne réellement parce que ça bouge plus, ça bouge aussi. C'est vrai. Donc là, c'est à moi. Donc ça, c'est un slide qui parle en fait d'une bonne partie du sprint, qui est de prendre possession des machines de production. Donc là, c'est un schéma qui décrit l'infrastructure. Donc pour EasyMesure, on a deux grandes familles de machines, les machines de prod qui sont sur la gauche, les 4 machines, et puis une machine d'intégration. Ce qu'il s'agissait de faire, c'était donc de paramétrer en fait EasyMesure pour que son déploiement soit automatique en fonction de l'environnement qu'EasyMesure trouve sur la machine sur laquelle il est déployé. Donc EasyMesure, on le déploie en prod, c'est sur 4 machines, donc on le déploie sur chacune. Et il faut qu'il y ait la configuration qui va bien pour la machine en question. C'est-à-dire qu'il y a un nœud coordinateur au niveau Elasticsearch, celui qui est en orange sur la gauche, et puis il y a 3 nœuds qu'on appelle master éligibles, c'est-à-dire qu'ils sont, il y en a le premier qui va démarrer qui sera le master, et puis qui, au cas où il tombe, sera sera remplacé par un des 2 autres, par exemple master éligible, un nœud master éligible.
Voilà, donc paramétrer l'environnement pour que Elasticsearch prenne toutes les bonnes variables et tout ça, c'était un petit peu chaud par moment, surtout en travaillant sur la prod. Donc c'est ce qui explique qu'il y a eu des petites coupures. Bon, j'espère que ça n'a pas trop dérangé, parce que des fois on pense que ça va bien repartir et puis en fait non. Donc en dessous j'ai mis un petit schéma, enfin une illustration d'un des écrans du monitoring qui permet de voir. Vous voyez l'étoile, en fait c'est celui qui a été désigné master, et puis les autres sont soit ils écoutent, soit ils coordonnent. Ouais. Tu veux faire un truc? Donc c'est Patrick qui va donc parler des avancements de la homepage. Ouais. Donc au niveau de la homepage EasyParse, quelques petits changements. Les textes ont été rentrés directement. Maintenant, c'est des textes définitifs en français et en anglais. On a remplacé l'image du milieu par bibliomap. Alors là, cette fois-ci, vous restez pas trop devant à noter avec votre petit carnet parce que c'est un GIF animé. Hein, autrement, vous allez renoter la même chose sans arrêt. C'est juste une petite démonstration pour montrer comment fonctionne bibliomap. Voilà. On s'en rend compte au bout de combien de temps? J'ai pas regardé en fait. Enfin si, j'ai regardé, mais j'ai pas retrouvé le. Ah, ça doit être 2 minutes, je crois, comme ça. On a un truc en trop. Oui, sinon vers le bas, voilà, on a des petits changements. On a enlevé quelques titres qui traînaient pour que l'affichage soit un peu plus restreint. Et la dernière chose, c'est quand on revient tout en haut de la page. Quand on revient tout en haut de la page. On peut page. peut-être juste recommencer juste après parce que là, il n'y a plus de limite de temps comme on est avec Zoom. Tu as accepté la version où tu as fait le truc sans limite de temps. Tu prends? Donc c'est une bonne nouvelle. Donc, si on remonte sur la page, tu peux remonter, Sylvie, tu peux remonter, voilà. Si on remonte sur la page, on a le dernier problème qui a été a priori réglé, c'était notre fameuse barre qui va se mettre, la barre blanche en haut qui va se mettre sur tous les sites EasyParse. On avait un problème de cross-domaine selon les sites et tout ça, visiblement c'est réglé. Donc elle est là avec des liens vers les différents sites EasyParse, dont le blog, et elle est aussi sur le blog. Je laisse la parole à Frédéric pour parler du blog. Donc, les améliorations sur le blog depuis la dernière fois. Donc, on était réunis avec Patrick et Cécilia. Donc voilà, c'est que maintenant dans les messages du blog, on voit apparaître maintenant le Twitter qui apparaît sur la droite. Sur la page d'accueil du blog, on ne voit plus les 5 messages récents, puisqu'on va les voir maintenant affichés. Quand on est directement dans un message, on les voit affichés sur le côté si on veut revenir sur un message récent. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? Le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane. Oui. Qui indique le chemin. Ah oui, pardon. Voilà, voilà, il y a le fil d'Ariane. Et aussi, il y a une modification sur les messages, de la manière dont ils sont présentés. Avant, on avait donc, la catégorie qui était avant le message. Maintenant, c'était inversé. On a aussi les 4 catégories principales qui s'affichent en haut. Donc, analyse de plateforme, atelier et formation, tutoriel et les facs. Et pour ce qui est des messages genre flash info, pour vous indiquer par exemple, comme Sylvie l'a fait, une coupure des réseaux alinistes. Donc ce message reste bloqué en haut, donc en message d'alerte. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog, hein, c'est blog.easyparse.org, et puis aussi aller directement aussi voir le site easyparse.org. Un petit check à distance, vous nous entendez toujours? Parfaitement. Oui. Donc on met toujours. Donc le blog, on vient d'en parler. Et EasyParse, donc EasyParse c'est plus Yannick. Hein.
Tout à fait. Tu veux venir là, oui? Oh, la souris devrait suffire. Ouais. Bon, d'accord, je me lève. Tu es emmêlé comme d'habitude. Tiens. Merci, très gentil. Alors, donc, au niveau d'EasyParse, donc les deux prochaines slides vont être un peu techniques, hein, désolé. Première chose, on a externalisé la vérification syntaxique au niveau des plateformes, enfin des parseurs, pour faire simple, ce qui fait notamment suite à la contribution de notre contributeur fou, pour ceux qui ont suivi, qui nous a envoyé 18 plateformes d'un coup, mais qui n'étaient justement pas très syntaxiquement esthétiques, on va dire. Donc, simplement, aujourd'hui, donc le but, c'est de rendre les plateformes, comment dire, le développement sur les plateformes plus indépendant du cœur d'EasyParse. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que quand on prend le dossier des plateformes indépendamment d'EasyParse sans le cœur, il y a maintenant une commande qui permet de vérifier syntaxiquement toutes les plateformes. Voilà, j'ai fait une faute, par exemple, ici sur Istex, qui est donc visible quand on fait un make lint, la commande en question, qui le fait sur toutes les plateformes. Et donc, la fonctionnalité qui nous intéresse en particulier, c'est que lorsque nos contributeurs veulent pousser des changements sur le dépôt des plateformes, justement, pour éviter qu'ils nous envoient encore des choses pas forcément syntaxiquement jolies. À présent, quand ils vont essayer de pousser, il va y avoir une vérification automatique. Ici, on a toujours le souci sur Istex. Je vais essayer de le committer pour l'envoyer et donc ça m'empêche de le faire. Voilà. Stop. Sachant que en bonus, les tests des plateformes sont aussi joués avant d'envoyer. Ensuite, toujours dans cette optique de rendre le dossier des plateformes, le développement des plateformes indépendant d'EasyParse du cœur, on a délocalisé le script de création d'une nouvelle plateforme et, oh là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de zoomer un petit peu là-dessus? En bas, bon, voilà. Donc, on a délocalisé le script de création d'une nouvelle plateforme et il s'est vu affublé de nouvelles fonctionnalités. Donc, notamment, donc à présent, pour créer une nouvelle plateforme, il suffit de faire make init dans le dossier des plateformes. Et la première question qu'il pose maintenant, c'est quelle est l'URL de l'analyse. Donc, du coup, on va lui donner l'URL en question et il va essayer, à partir de cette URL, de trouver l'identifiant de l'analyse, ce qui n'est pas compliqué normalement si on lui donne l'URL d'ANG. Et à partir de là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher les données concernant l'analyse sur Trello et sur ANG. Et du coup, grâce aux données qu'il va récupérer, il va pouvoir nous pré-remplir une bonne partie du formulaire. Notamment là, j'ai été chercher la plateforme American Diabetes Association, qui fait partie d'Iwire. Donc, il m'a pré-rempli le nom complet de la plateforme. Donc, j'ai rien à faire. Là, il m'a pré-rempli également le nom court, qui du coup est HW vu qu'elle appartient à Iwire. Et c'est du coup, on remarque qu'il va m'empêcher de donner un nom court qui existe déjà dans les plateformes. Là, je me retrouve avec un petit message d'erreur. Si j'essaie de changer le nom avec des caractères un peu spéciaux, il va me dire que c'est pas bon. Voilà. Donc, on va l'appeler Ada, tout simplement. Ensuite, ça, c'est comme avant, là, pour la description du parseur. On remarque aussi qu'il va chercher les personnes qui sont associées à la carte Trello et qui va nous pré-remplir des contacts avec ça. Ensuite, tout ce qui est base de connaissances, c'est la même chose qu'avant. Et enfin, pour ce qui est de rentrer les domaines qui sont censés être pris en compte par le parseur, ce qu'il va faire en premier lieu, c'est aller chercher les analyses qui sont sur ANG. Il va récupérer tous les domaines qui sont dedans et il va nous proposer déjà une liste de domaines pour lesquels il faudra décocher celles qui ne sont pas à prendre en compte, comme par exemple là, on voit qu'il y a des URL dans les analyses qui ont un suffixe de proxy. Du coup, celles-ci, on va les décocher pour qu'ils ne les mettent pas dans le manifeste.
Voilà. Et après ça, il va nous reproposer la même chose qu'avant, à savoir d'entrer une liste de domaines. Bon, là, je ne rentre pas plus. Voilà. Ensuite, il nous génère tout. Une fois que tout est généré, on va voir que dans le dossier de la plateforme, le manifeste a été géré de la même manière qu'avant, à ceci près qu'on s'est débarrassé des questions concernant qu'est-ce que la plateforme reconnaît comme type de ressources, comme type de format, parce que ça ne servait plus à rien et ça prenait du temps à écrire. Et on constatera surtout, et c'est sans doute le plus intéressant, que dans le fichier de test a été rempli avec, à partir des analyses qui ont été trouvées sur ANG. Ce qui fait qu'on peut démarrer le parseur quasiment directement, à part s'il y a 2-3 détails à régler. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut faire le parseur. Il faut faire l'analyse. C'est pas encore. Vérifier avant. Si l'analyse est bien faite, après, il n'y a plus qu'à juste modifier le parseur. Ouais. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, au niveau des plateformes, on commence de plus en plus à pouvoir travailler dessus indépendamment du cœur d'EasyParse, ce qui commence à être pas mal. Ensuite, EasyParse a un nouveau middleware qui a été fait dans le cadre d'une utilisation pour Istex, à savoir, il permet la génération d'un user agent simplifié, c'est-à-dire que dans certains logs, EasyProxy ou autres, et notamment Istex, on a une chaîne user agent qui ressemble un peu à ça, qui est assez complexe et que on peut désormais utiliser pour générer un nom de navigateur simplifié, enfin de navigateur, d'outils. Ça peut être des outils en ligne de commande également. Donc ici, par exemple, on voit Firefox, Chrome, Safari. Ça pourrait être autre chose. Et donc, du coup, le but principal dans le cas d'Istex, ça va être de pouvoir utiliser ce nom de navigateur en complément du SID, qui est un identifiant qu'ils utilisent pour savoir quel outil a utilisé la plateforme Istex, d'utiliser les deux en complémentarité pour pouvoir, comment je dirais, déterminer les types de consultation. Voilà, déterminer les types de consultation, notamment documentaire ou TDM. Et du coup, en parlant de l'Istex, on a fait une petite modification, à savoir les consultations qui étaient considérées comme TOC sont maintenant considérées comme des others. Donc les TOC, c'était la consultation d'un document sans préciser le format, auquel cas Istex nous proposait les différents formats disponibles pour un document précis. Et après concertation avec l'équipe d'Istex, on a fini par considérer que ce n'était pas une table des matières, donc ça a été considéré comme other. Et ça, c'est donc changé. Hop. Je passe la main. Voilà. Et Dominique, sur la partie EasyMesure. Voilà, je vais aller vite. Donc, EasyMesure, on a continué à faire des chargements. Donc, au cours du sprint, voilà, vous voyez ce qu'on a chargé. Paris-8, Le Mans, Franche-Comté, Sciences Po, Grenoble. Voilà, donc on y accède via la home page de l'espace Kibana. Tout ça, je ne reviens pas dessus, on le connaît. On va essayer d'aller un peu plus vite. C'est là. Voilà. Oui, ça c'est pour présenter en fait une nouvelle fonctionnalité qu'on avait eu du mal à mettre en place sur Kibana. On avait déjà essayé au sprint précédent, mais il y avait eu des problèmes de configuration. Et là, on a enfin réussi. Bon, les problèmes qu'on a eus sont liés à notre usage. Hein. On utilise Kibana Elasticsearch dans des containers Docker, etc. La communication entre les différentes instances passe par les machines, etc. Donc, c'est un peu compliqué avec notre configurateur, un proxy. L'idée, c'est de pouvoir, pour cette fonctionnalité, générer une version PDF des dashboards. Et donc là, maintenant, ça marche. Voilà. Et cette fonctionnalité, on obtient un PDF qui n'est pas très joli, mais en fait, le but, c'est pas forcément que le PDF soit joli,
mais on vous présentera la suite de cette fonctionnalité au prochain sprint et vous verrez tout l'intérêt que ça peut avoir. Donc, voilà. Voilà. Donc, la précédente sprint review, j'avais évoqué donc le tableau de bord Istex. Donc, c'est un peu la continuité aussi de tout ce qui a été présenté aujourd'hui. Donc, deux tableaux de bord ont été réalisés, un pour l'OpenURL et un autre, un tableau de bord général. Bon, c'est comme on dit, les premiers jets. Il y aura une évolution au niveau de ces dashboards. Donc, on va aller sur celui de l'OpenURL, par exemple. Bah oui, ça change. Normal. Voilà. Donc voilà le tableau de bord de l'OpenURL qui avait été présenté. Donc on voit qu'il y a eu une modification, c'est au niveau de la visualisation des statuts. Donc avant on voyait le chiffre des statuts, donc 200, 302, 400. Et en fait on a avec justement les visualisations qu'avait réalisées Julien Sicot pour Rennes, on a utilisé un peu son astuce pour donner des libellés à ces statuts. Donc, on leur a donné une traduction, en fait, pour que les personnes qui puissent lire les dashboards qui sont justement Istex puissent comprendre que, par exemple, on a des ressources qu'on a trouvées, non trouvées, choix multiples. Donc, c'est vraiment plus simple. Et comme évoqué aussi tout à l'heure Yannick, par rapport à son middleware User Agent, voilà ce qu'on peut voir comme données dans le User Agent. Et ensuite, avec le middleware, on aura une traduction que tu l'as évoqué, Firefox, Safari, c'est celui-là. Hein, non, ça c'est le SID. Ah mince. Alors, je suis trompé. Je crois pas qu'on utilise encore le User Agent comme ça. J'avais fait une visu sur le User Agent. Donc voilà. Et puis, sinon, donc par rapport voilà. Donc ici, par rapport à la visualisation qui a été utilisée, donc on a fait un petit tutoriel dans le blog hein, qui permettra justement à toutes les personnes qui travaillent dans Kibana d'utiliser cette petite astuce, comme par exemple pour les bits CNRS, pour traduire les RTIP, les TOC, tout ce qui est les ABS. Donc on peut aussi donner une traduction sommaire. D'ailleurs, ça a été fait dans le tableau d'os. Et là, c'est la petite astuce pour justement, au lieu d'utiliser donc des termes des IPARS, donc c'est-à-dire les champs, on utilise des filtres. Donc on va aller chercher par exemple le filtre student et on va lui donner le libellé étudiant. Donc ensuite, dans le tableau de bord, on ne le voit pas très bien. Là, on a la traduction qui se fait automatiquement ici. Donc, je vous invite à aller regarder ce petit tuto pour les personnes qui travaillent dans Kibana. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres informations. Les types de contenus sont présents dans le dashboard? Les types de contenus. Les types de contenus, tu sais, par rapport à l'article, review, etc. Dans le Istex? De toute façon, oui, il y avait le mapping hein, qui avait été fait pour. Voilà. Donc, je ne sais pas si la visu. Ben, peut-être dans le dans le dashboard, peut-être général. On avait fait plusieurs visualisations. Oui, le User Agent, il est dans le tableau général en fait. J'en profite pendant que ça mouline pour dire que là, en fait, on est encore sur la pré-prod en ce qui concerne Istex. Donc, c'est une seule machine, timeout. Et donc, le prochain sprint, vu que maintenant on a configuré la prod pour être plus robuste,
ça va consister à basculer, toutes les données qui sont sur la pré-prod. Donc la pré-prod n'a pas vocation à recevoir autant de volume de données. Et en particulier, STEP, ça fait un gros volume. Et donc, on n'aura plus ces soucis de lenteur, etc. Donc là, on est encore dans une situation un peu. Donc c'est dans le tableau de bord général où on voit le user agent. On va voir avec toi si tu veux. Voilà. Mais je pense que j'ai fait une visualisation. Ça. Ouais. Ah, la ligne de vie. Donc, on en est donc au sprint 14. Le prochain sprint, donc comme disait Dominique, sera sur les chargements de VIP CNRS donc en production et sur le MVP pour automatiser donc des dashboards en PDF, pour l'envoi des dashboards en PDF. On en profitera aussi pour faire la protection crémaillère pour la home page et le blog. Donc on essaiera au prochain sprint de faire un petit pot à la fin. Et pour le 200e parcelle. Et le 200e parcelle. Et pour le 200e parcelle. Un gros pot. Alors, on fera un gros pot. Donc, la prochaine revue de sprint devrait être le 13 juillet. Donc, prenez pas de vacances. Et le comité de coordination sera le 12 septembre à Paris. Donc, on fera aussi la prochaine revue de projet, donc la 15, la 16 à Paris. Comme vous a dit tout à l'heure, je crois que c'est Frédéric, il y aura des perturbations donc, qui sont prévues entre le 29 juin et le 7 juillet. Donc, il se peut que les outils ne fonctionnent pas correctement. C'est même sûr. Même sûr. Coupure électrique, donc les machines ne pourront pas. Voilà, donc il n'y aura pas de machine. Prenez des vacances. Oui, ça concerne Janus. Et j'en profite pour rajouter que le jeudi 22 juin, à la Bulac, on organise une journée d'études. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour ceux et celles qui ne seraient pas encore inscrits. Et qu'on organise un atelier à Lyon le 30 juin, atelier pour lequel les inscriptions sont désormais fermées. Voilà, donc ça, c'est les actualités, les actualités très prochaines de ce projet. Merci. Merci. Voilà. Si vous avez des questions, Matt. Oui, j'ai une question. On avait parlé lors d'un sprint précédent d'un petit utilitaire qui permettrait de couper en deux les identifiants usagers bibliopam où on a des profils où il y a E tiré et la matière de l'usager, par exemple. Il me semble qu'on en avait parlé. Ça serait extract, je pense. Oui, c'est extract. Ouais. Effectivement. C'est une fonctionnalité d'EasyParse, effectivement. C'est documenté. Après, on peut le faire avec vous. Hein. Oui. Ce que je vous propose, c'est de nous. Je pense qu'on doit avoir la trace de ça, mais peut-être vous pouvez nous renvoyer quelques lignes avec un profil bibliopam et quelques lignes avec l'autre profil. Et on fera un paramètre pour arriver à découper ces deux types de profils. Donc, c'est une fonctionnalité qui existe déjà dans EasyParse. Il faut juste écrire en fait le code qui correspond et on repasse ça sous forme de header. Donc, c'est juste une syntaxe à respecter. Et ce qu'on fera, donc, c'est qu'on travaillera ensemble pour obtenir le bon format. Ça rajoute des champs dans le format de sortie d'EasyParse. Et puis, une fois qu'on est d'accord, enfin qu'on est bien clair sur ce qu'on veut voir en sortie, eh ben, on met ça dans un prédéfini. Et c'est ce prédéfini que vous appelez soit quand vous êtes dans le formulaire EasyParse en ligne, soit quand vous lancez un outil type SegultMaker en ligne de commande. Mais c'est déjà disponible. Super. En réalité, vous nous enverrez deux petits échantillons avec les deux types de profils. Alors, on va peut-être attendre parce que Pierre a demandé justement des perfectionnements. Pierre, tu es encore là? Oui, on est en train de demander à l'Ixen, enfin, on fait un reparamétrage total des profils parce qu'en fait, à la base, je crois que c'était en 2007, oui, c'est ça. En fait, les profils avaient été mal définis, en fait, donc ça n'est pas du tout.
Donc, on remet tout à zéro, quoi. C'est table rase, quoi. D'accord. Bon, dès que vous avez des choses qui correspondent à ce que vous attendiez, vous nous recontactez et puis on voit ça ensemble. Oui, Très bien. j'avais une remarque. Donc, dans l'une des premières diapos, là, vous avez parlé d'Easy Agimus, Oui. en disant que c'était adossé aux ENT des établissements. Oui. Alors, je vais juste faire une remarque. Vous avez le droit de rire, hein, parce que il y a certains établissements qui n'ont pas d'ENT. Oui. Voilà. Par exemple, le nôtre. Voilà. On a un intranet. Il y a une série de fonctionnalités, mais on n'a pas vraiment d'ENT digne de ce nom, quoi. Alors, Agimus n'est pas adossé à l'ENT, en fait, je n'avais pas relevé, c'est adossé au système d'information général de l'établissement. Donc, c'est-à-dire qu'on va, effectivement, on cite souvent l'ENT parce que c'est un point de passage très important chez nous et dans beaucoup d'universités. Donc, effectivement, la création d'Agimus, c'était beaucoup s'en servent en fait justement pour rassembler des données d'utilisation sur ce service-là. Mais en réalité, en fait, ça couvre une bonne partie des services numériques proposés par l'université. C'est pas l'ENT spécifique. C'est intégré. Enfin, j'ai beaucoup simplifié dans la présentation. Mais est-ce qu'on pourrait faire que vous envoyez le lien vers la documentation Agimus pour que vous voyez plus précisément ce dont il s'agit? D'accord. Oui, parce que ENT, tout le monde comprend. Oui, d'accord. Ok. Juste une autre question. J'ai pas bien compris la différence entre les certifications H et P. Je crois que c'est la diapo suivante. Tu veux en parler, Fred? De quoi, certification La H et certification. P ou CI? Non, je n'ai pas écouté en fait la question. Je cherche. La certification H, ça consiste en fait à naviguer sur le site à l'aide d'un outil du genre EasyLogger, cliquer sur les liens et télécharger des documents. Et donc, on a fait un certain nombre de choses. Et on vérifie que ce qu'on a fait est bien comptabilisé par EasyParse. Donc, c'est vraiment une vérification d'une vraie consultation. Voilà. Et la certification P, c'est une comparaison entre ce qu'on obtient avec EasyParse et ce qui a été fourni par les éditeurs. Donc, c'est pas le même type de certification. Voilà. Ok. Mais ça garantit, donc, en ce qui concerne les plateformes qui sont certifiées, des chiffres qui sont vraiment, dont on est sûr. Voilà. D'accord, ouais. Donc H, c'est EasyLogger. Ok. Ouais. Plutôt ça. Alors, excusez-moi, esprit d'escalier, j'ai eu un cas ce matin avec Elsevier, assez étonnant, c'est-à-dire que le chercheur nous disait, j'arrive pas à accéder au texte intégral. Alors en fait, l'URL de la revue, elle a comme racine sciencedirect.com, etc. Sauf que quand on clique sur le PDF, au final, ça ouvre une URL complètement nouvelle, avec la même racine, mais avec une racine spécifique, quoi. Je sais plus, c'était http://sd.com, quoi, un truc complètement inconnu. Oui. Alors ça, normalement, ça figure dans les parseurs. C'est pas forcément un signe que c'est pas reconnu. Un parseur il est déclenché avec plusieurs noms de domaine possibles. C'est ce dont a parlé rapidement tout à l'heure Yannick quand il a montré la création d'une plateforme. En fait, dans les analyses, quand on a complété les analyses, on a mis les liens vers les documents, donc les URL complètes. Et donc, on peut avoir différents sites sur lesquels sont hébergés, par exemple, les documents, c'est le cas d'Elsevier, effectivement, où ils mettent sur des serveurs à part les PDF. D'accord. Donc, les parseurs, en fait, sont conçus de façon à ce que il y ait une liste potentielle de domaines. Voilà, je reconnais. Sur l'écran. Donc ça, c'est les différents domaines depuis lesquels ScienceDirect sert ses ressources. Ah. Et donc nous, quand on fait un parseur, un de nos travaux, c'est de faire la liste de ces domaines. Je viens de faire une capture d'écran, je vais les ajouter à notre Reader's Proxy, d'accord, merci. Par contre, on n'est pas à l'abri que les éditeurs mettent en place de nouveaux serveurs et donc du coup, il y a des petites fuites. Mais bon, à ce moment-là, il faut nous le signaler. Voilà.
Alors, Ok, quelqu'un m'a d'accord. répondu le 20 pour Je le peux préciser 21. que mais par alors, rapport à la certification H et bizarre, je P, l'ai pas. il y a un document dans le blog dans les facs qui reprend Ou sinon, Philippe a fait Dominique, un truc général, hein, une affiche générale, là, où il critères annonce la certification. Henriette, on t'entend? Vas-y, je- sur les critères de certification pour la certification humaine et la certification éthique. D'accord. Ok. Ouais, donc en fait, certification humaine, c'est EasyLogger, quoi, surtout. Oui, c'est ça, voilà. Oui, ok. Ouais, c'est bon. Scolarité, oui. D'accord, D'autres questions? parfait. Et puis donc Bénédicte est contre le prêt de portable. Enfin, Henriette, pas d'autres la- questions? Oui. Non, ben, si vous n'avez pas de questions, Alors, il faut eh ben, que- bon appétit. On vous remercie. Merci. Et bonnes vacances aussi qui partent en vacances. Oui. Merci.